Bonjour à tous, bienvenue sur ce TD de médecine interne. On va voir du coup plusieurs KFP et questions isolées dédiées à la spécialité. Alors, on est parti. Commençons par les KFP. Alors, KFP numéro 1. Vous recevez en consultation Monsieur D, 32 ans, pour avis concernant une hyperesophilie sanguine. Il n'a pas d'antécédent chirurgical, pas d'allergie médicamenteuse, pas d'atopie personnelle ou familiale. Il est papa de 2 enfants en bas âge, travaille comme comptable, il fume 5 à 10 cigarettes par jour. Il consomme de façon occasionnelle du cannabis et consomme pas d'alcool. Il n'a jamais voyagé en dehors de France métropolitaine. Il n'a pas d'animaux au domicile. Le patient vous est adressé par son médecin traitant qui a fait réaliser une biologie sanguine devant un épisode fébrile. Cette dernière met en évidence à plusieurs reprises une hyperesophilie entre 1,2 et 1,4 giga par litre. Le reste de la NFS, tout comme le bilan hépatique, le IONO, est normal. Le PP retrouve un taux de gamma-globuline normal à 11,9 grammes par litre. Le reste du bilan est sans particularité. Vous êtes donc confronté à une hyperéosinophilie vraie. Question 1. Dans la liste suivante, quelles pathologies sont classiquement responsables d'une hyperéosinophilie chronique, quel que soit son taux? Alors, dans un genre de question qui n'est pas évidente, il faut raisonner par élimination et par proposition évidente. C'est-à-dire que vous devez dans un premier temps lire les propositions et dire celle-ci, c'est vraiment pas possible, c'est sûr que c'est non, celle-ci, c'est sûr que c'est oui. Et à la fin de ce premier processus d'élimination, vous voyez combien de propositions vous avez cochées et éliminées. Si vous avez sélectionné 6 propositions, ben vous avez les 6 justes, vous passez à la suite. Si vous avez moins de 6 propositions, ben vous revenez sur les propositions douteuses et vous essayez de trancher entre celles-ci. Donc par exemple, la sarcoïdose, non, ce n'est pas une cause d'hyperéosinophilie. L'insuffisance surrénalienne, par contre, oui, tout à fait. Et pour vous en rappeler, vous pouvez vous rappeler que les corticoïdes font baisser les éosinophiles de façon générale. Paludisme à Plasmodium falciparum, non. Les parasites qui donnent des hyperéosinophilies sont les nématodes, les vers. Tous les parasites intracellulaires, comme le Plasmodium falciparum ou les autres plasmodiums, ne donnent pas d'hyperéosophilie. Artapacellule géante, anciennement maladie d'Orton, non. Anguillulose, c'est un ver, donc oui, ça en fait 2. Peuchromocytome, non. Pneumonie à Streptococcus pneumoniae, donc un pneumocoque, bah non. Treponema pallidum, c'est une bactérie, il n'y a pas de raison que ça donne là aussi une hyperéosinophilie, donc non. Toxocarose, c'est un ver, donc oui. Polyangite microscopique, non. Pediculus humanus, les poux. Non, les poux sont pas des vers, c'est des ectoparasitoses, ça donne pas du coup d'hypersophilie. Maladie de Kawasaki, non, c'est une vascularite qui touche les coronaires, notamment chez le jeune enfant. Purpura rhumatoïde, non, c'est une vascularite à IgA. Pemphigoïde bulleuse, oui, c'est une maladie de la peau auto-immune où on a une infiltration par les eosinophils de la peau. Maladie de base d'eau, non. Cancer du côlon, oui. Tous les cancers peuvent donner une hyperéosinophilie, que ce soit des cancers solides ou des cancers hématologiques. L'érésipèle, non. La dermatophytose, bah non, c'est un champignon. Et de la porphyre rhumatoïde, alors celle-ci, elle est un petit peu planquée, mais en fait, elle est pas dans les collèges, mais dans les fiches LISA. Donc je l'ai mis, histoire que vous l'ayez entendu au moins une seule fois. Donc les causes ici, c'était les réponses B, E, I, N, P et S. Rapporté à une question de rang A. Voici ici les principales causes d'hyperéosinophilie que j'ai classées selon que vous ayez une hyperesophilie plutôt inférieure à 1500 par millimètre cube ou plutôt supérieure à 1500 par millimètre cube. Donc regardons, on a l'atopie, ça c'est facile. L'insuffisance surrénalienne, je vous l'ai expliqué avec les corticoïdes. Les virus, ça marche bien, notamment le VIH. Tous les parasites qui sont des vers. Et les médicaments. Vous avez ensuite d'autres parasites, qui sont des parasites qui peuvent être soit en France métropolitaine, soit dans les tropiques. Et pour retenir les 3 parasites des tropiques, vous avez un moyen clinique suivant, amphibie, pour anguillulose, filariose, bilharziose. Vous avez ensuite tout ce qui est syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse comme le DRESS, la pemphigoïde bulleuse, on en a parlé, les hémopathies et cancers solides. Il y a une vascularite que vous devez retenir qui donne une hyperesophilie et c'est celle dans laquelle il y a le mot éosinophile dedans. Et après, vous avez le syndrome hypereosinophilique qui est un syndrome où vous avez un excès d'éosinophile par eux-mêmes, qui peut être idiopathique ou lié à une prolifération myéloïde ou lymphoïde.
Question 2. L'intention du patient ne trouve pas d'altération d'état général, pas de fièvre, pas de sueur au domicile. Vous ne trouvez pas de terrain atopique sous-jacent, pas de manifestation atopique actuelle. Le seul élément rapporté par le patient est celui d'un prurite anal volontiers vespéral. Votre examen clinique est strictement normal. Le reste de la bio est normal. Quel diagnostic devez-vous évoquer? Donc ici, il faudra évoquer l'oxure ou l'oxurose, qui est un ver fréquent, présent en France. Et c'était un rang B. En effet, faisons les choses par étapes. Le patient, il n'a pas d'AEG, il n'a pas de fièvre. L'examen clinique et la bio sont normales. Donc clairement, les néoplasies, les hémopathies, bof. Les endocrinopathies, avec un bilan bio normal, il y a un patient qui se plaint de rien, bof. Maladie systémique et dermatologique, pareil. Un examen clinique normal, bah, ça vous permet quand même d'exclure assez facilement une maladie systémique ou dermatologique. On vous dit qu'il n'y a pas de terrain et pas de pression atopique. Donc tout ce qui va être asthme, eczéma, polypose, nasocinusite, etc., on va vite l'évacuer. Donc en gros, assez vite, vu que ce patient ne prend pas de médicaments, eh ben, il va rester que les parasites. Il n'a pas voyagé en dehors de France. Donc on élimine l'amphibie, ankylulose, filariose, bilharziose. Il a moins d'un 5 giga d'éosinophile. Donc tout ce qui est dystomatose ou trichinose, on va mettre de côté. Donc il nous reste les parasites à moins de 1500 qui donnent des hypnosophilies en France, l'oxurose, ténia, l'anisakis, datidose et l'échinococcose. Mais en fait, quand vous interrogez le patient, il vous dit qu'il a un prurit anal, un an chez un patient qui a des enfants en bas âge. Donc clairement, le diagnostic qu'il faut évoquer, c'est l'oxurose. Question 3. Quel examen vous permettra de confirmer le diagnostic en faisant attention? Donc c'est le Scotch test. On va coller un bout de ruban adhésif sur l'anus du patient. On va le décoller et le mettre sur une plaque de microscope et on verra en fait les œufs du parasite. Ici encore un item de rang B. Et je vous rappelle ce tableau du Pili que je trouve extrêmement bien fait, qui vous rappelle les principales parasitoses qui donnent des hyperzophilies avec les différentes manifestations et les différents tests. Voilà pour ce KFP numéro 1. Un petit point sur l'éosinophilie. Donc, l'éosinophilie, c'est défini par plus de 500, des éosinophiles, pardon, à plus de 500 par millimètre cube. On parle même de hyper-éosinophilie quand c'est supérieur à 1500, mais on s'en fout un peu. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut jamais négliger une hyperosophilie, même si elle est asymptomatique, et qu'il y a une double enquête. L'enquête étiologique, avec les causes fréquentes qu'on a vues, les médicaments, les parasites, les virus, les cancers et les hémopathies malignes, et les causes plus rares, comme les maladies systémiques inflammatoires, comme la granulomatose avec polyangite ou le DRESS syndrome, les maladies spécifiques d'organes, d'accord, et les syndromes hyperzophiliques. De l'autre côté, il y a le retentissement. Et le risque de l'hyperésophilie, c'est l'infiltration et la destruction inflammatoire du myocarde. Donc le cœur, le poumon, le peau, le tissu digestif, et ça peut toucher aussi sa nerveux central et périphérique. Je vous ai remis ici les causes principales des eosinophiles sur lesquelles je ne vais pas réinsister. Et du coup, comment on raisonne devant une hyperzophilie? Eh ben, on interroge les patients. On recherche l'ancienneté de l'hyperzophilie. Une hyperzophilie qui vient d'apparaître, eh ben, il y a souvent un facteur déclenchant. Donc, il faut chercher un voyage, une prise de médicaments, etc. Si c'est ancien, on va plus s'orienter vers une néoplasie, vers une atopie, vers des médicaments pris anciennement, etc. Ensuite, le mode et l'hygiène de vie, notamment les autres des animaux, les voyages, les plats alimentaires, etc. La notion de séjour en zone d'endémie, la prise de médicaments, ce que je vous disais, les signes cliniques associés, et bien sûr un examen clinique complet. Le bilan de première intention, c'est NFS fructis sanguin pour rechercher des pathologies hématologiques euh, malignes, un iono sanguin, une créate, un bilan hépatique, une sérologie VIH, un examen pathologique des selles avec un examen ensuite des urines pour la bilharziose urinaire si vous avez séjourné en Afrique subsaharienne, une sérologie toxocarose, et après le reste des sérologies sont orientées selon la clinique et les voyages. Donc voilà comment on raisonne. Vous avez le tableau d'œsophilie, interrogatoire et examen clinique complet, bilan bio de première intention. Peut-être entre 500 et 1500, vous évoquez en numéro 1 l'atopie, l'insuffisance rénale, l'oxyurose, ténia, médicaments. Si c'est plus de 1500, dystomatose, toxocarose, trichinosis, anguilose, bilharziose, ces gens qui ont voyagé, je vous rappelle, médicaments,
les hémopathies et la GEPA surtout. Il est vrai que la GPA, granulocyte avec polyangite, peut parfois donner une hyperéosinophilie. Et si vous retenez que la GEPA, ça me paraît pas mal du tout. Deuxième KFP, vous suivez une patiente pour une LLC, donc leucémie lymphoïde chronique. Elle consulte au service des urgences pour une asthénie, puis une dyspnée apparue depuis 3 jours. Elle ne décrit pas de douleur thoracique ou abdominale. Elle est apyrétique, sa tension artérielle est à 110-55, la fréquence cardiaque à 123 par minute. La saturation d'oxygène est normale à 98% en air ambiant. L'examen clinique retrouve une occlusion pulmonaire normale, un souffle systolique de faible intensité, et vous notez une pâleur cutanée ou muqueuse ainsi que cet aspect des conjonctives. Question 1. Si le bilan hépatique de la patiente revient normal, quelle serait votre principale hypothèse diagnostique ici? Donc la bonne réponse, c'est une anémie hémolytique. Pourquoi? Nous avons une patiente qui a cliniquement un ictère conjonctival. Ça veut dire qu'elle a un excès de bilirubine. Si le bilan hépatique est normal, c'est que la bilirubine n'est pas conjuguée, elle est libre. Donc un excès de bilirubine libre est secondaire à une hémolyse. Ce qui allait en plus comme indice, c'est que c'est une patiente qui arrive tachycarde à votre consultation au repos et avec une dyspnée et une asthénie. Donc elle a en plus un syndrome anémique. Ensuite, deuxième question, quel examen complémentaire allez-vous demander pour confirmer votre hypothèse diagnostique et préciser son mécanisme? 5 réponses exactes. Exact. Excusez-moi. Donc, il faut qu'on confirme l'hypothèse d'anémie hémolytique. Ce qui permettra de confirmer l'hypothèse d'anémie hémolytique, c'est 3 paramètres. Les LDH augmentés, réponse E. Une haptoglobine effondrée, réponse O. Et une bilirubine libre augmentée, réponse P. Ensuite, le mécanisme, il y en a deux principaux. Une hémolyse mécanique, c'est-à-dire que les globules rouges se fracassent sur quelque chose, sont détruits par quelque chose, et on cherchera des schizocytes via le proxy sanguin, réponse F. Ou alors, une anémie hémolytique dite auto-immune, immunologique, et dans ces cas-là, on fera le test de Coombs, réponse Q.